Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Trèfle. Johan au micro pour vous accompagner dans ce nouvel épisode. Avant de démarrer, vous m'avez peut-être déjà entendu le faire. Quand il y a quelque chose d'un petit peu spécial, j'aime bien reprendre notre petite intro. Et là, c'est avec grand plaisir que je vais me l'autoriser. Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone de l'équipe championne NBA 2024. Voilà. Pour ne rien vous cacher, j'aurais dû normalement participer à l'épisode de review de la série des finales NBA contre les Mavs. Et puis, pour des contraintes d'emploi du temps, j'ai dû échanger ma place avec Titouan. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de prendre quand même le temps de vous communiquer ma joie pour ce titre. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de l'après, puisque dans cet épisode, nous allons parler de la draft, qui arrive très bientôt, et donc de ce joueur ou de ces joueurs qui participeront peut-être un jour, on l'espère, à un futur titre des Celtics. Pour ce faire, j'ai avec moi un spécialiste du scouting que je suis très heureux d'accueillir parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été avec nous. Et en même temps, je ne vais pas m'en cacher, il y a une petite émotion puisqu'il nous a annoncé qu'à partir de l'année prochaine, il ne serait plus vraiment parmi nous. Je cherche un peu mes mots, mais moi, ça me fait un petit quelque chose. J'ai l'impression de perdre un collègue de boulot sympa avec qui je m'entendais bien, même si je me doute qu'on pourra toujours avoir des petites conversations. Vous pourrez toujours entendre sa douce voix chez Envergure. C'est Pierre. Donc, Pierre, qu'est-ce qu'on fait? C'est ton premier épisode en tant qu'invité? C'est ton dernier épisode en tant que membre du Trèfle? Eh ben, tu sais quoi, je pense que ça va être les deux. Donc, comme ça, il y a une C'est le certaine plus simple. continuité. C'est mon espèce de farewell tour à la Mike Gorman qui est parti sur un titre de champion. Je me suis dit, l'idée est belle, je vais faire comme lui. Voilà. Et de toute façon, j'ai vu que les nouvelles recrues avaient largement assuré. Donc, moi, j'ai été très, très pris par Envergure, comme tu l'as dit. Donc, c'est vrai que j'ai laissé couler. Et puis, quand un bateau avance très bien sans vous, vous n'avez pas de mal à le quitter du tout, même si j'ai pris énormément de plaisir pendant cette période avec vous à parler des Celtics, évidemment. Bon. Et t'as pas eu non plus l'occasion de crier ta joie après ce titre? Est-ce que tu veux Mais en non, parce profiter? que c'est un peu le problème, c'est aussi pour ça Hmm. que je m'arrête, c'est que c'est une équipe qui, même si elle a été létale et tout ce qu'on veut, très clinique, on va dire, j'ai pas eu les émotions que j'ai eues par le passé. Alors peut-être que je vieillis, que je deviens un vieux con, un peu, un peu fatigué, c'est possible aussi. Pour autant, sachant que la passion était un peu moins là, autant s'arrêter comme ça. Et encore une fois, comme je le dis et je le répète, il y a des gens talentueux au trèfle qui font du très très bon boulot. Donc autant laisser la place à ceux qui ont encore le feu sacré. Même si j'aime toujours Boston, hein, vous inquiétez pas. Ça reste toujours mon équipe préférée. Mais c'est vrai que bon, ça m'a fait un petit peu moins kiffer cette année. Peut-être aussi qu'en fait, j'aime pas forcément les équipes qui jouent pour le titre. C'est plus le côté construction qui m'excite plus finalement que les équipes qui jouent le titre parce que tu as plus de chances d'être déçu au final, même si là, cette année, on ne l'est pas. Mais voilà. Un petit peu les raisons du pourquoi, du comment, on va pas s'étendre plus que ça, je pense. Ok, ok. Voilà, voilà. Bah écoute, je pense que je parle au nom de tout le trèfle, en tout cas en disant que tu seras toujours le bienvenu, peut-être pour le pod draft de l'année prochaine, vu que c'est ta spécialité, ou avant, si ça te fait plaisir de passer nous voir. Et je suis donc également accompagné par un autre spécialiste du travail sur les prospects, mais lui, il a déjà eu l'occasion de vous dire sa joie pour le titre dans l'épisode précédent. C'est Hugo. Comment ça va, Hugo? Salut Johan, salut à tous. Écoute, ça va, hein.
très content d'être parmi vous pour parler voilà, d'une période qu'on apprécie tous, hein, enfin en tout cas qu'on commence à tous apprécier dans le de Boston, puisque c'est comme ça justement qu'on a gagné un titre, hein, avec la draft. Donc voilà, content de pouvoir aujourd'hui venir dire les termes, hein, sur certains joueurs comme disent les jeunes, mais voilà, on va bien s'amuser en tout cas, je pense. Ouais, je pense aussi. Allez, eh ben alors on va démarrer, on va s'amuser tout de suite. Comme je vous le disais, c'est Titouan qui aurait dû être aux commandes de cet épisode, hein, puisqu'il est lui aussi un spécialiste du scouting. Mais pour des raisons d'emploi du temps incompatibles, on a dû échanger. Alors moi, je suis très très loin d'être aussi compétent en la matière, hein, puisque j'ai absolument pas le temps de regarder les jeunes prospects. Mais je m'y suis beaucoup intéressé cette année pour la première fois. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de vidéos. C'est vraiment un truc dans lequel je me suis lancé. Donc je suis très très heureux de faire partie de cet épisode. Messieurs, avant de parler des Celtics, histoire de donner un peu de contexte, je vous propose de parler un peu de cette draft 2024. Bon, la première chose qui me vient, et alors, on se connaît un petit peu, vous savez que je suis pas chauvin pour un sou, hein, j'ai jamais été du genre à préférer un joueur parce qu'il est français ou ce genre de choses. Mais il faut quand même bien avouer qu'après Wemby l'année dernière, là, on semble se diriger vers une draft où on aurait 3 Français assez bien placés. Faut avouer que c'est quand même classe. 2 Français quasiment assurés d'être, allez, on va dire top 4. Il y a un monde où il serait pick numéro 1 et pick numéro 2. Et puis, un troisième Français donc qui est un peu moins haut, mais dont on entend quand même parler. Alors bon, ça dépend, on parlera plus tard du fait que cette draft soit très, très, très incertaine. On entend parler à partir de la 7, 8e place. Ça a fait un peu les montagnes russes. Moi, je me souviens qu'au début où j'ai commencé à m'y intéresser, il était aux alentours de la 15e place. Il a pas mal baissé. On l'a vu jusqu'à même en dehors du premier tour. Là, il remonte. Il y a une hype qui est en train de bien remonter. Euh, Possiblement top 10, quasiment assuré d'être en loterie. Donc, bon, je parle donc respectivement de Zachary Rizaché, Alexandre Sarr et Tidjane Salin. A priori, aucune chance qu'il soit chez nous, mais voilà, juste pour en dire un petit mot. Hugo, c'est Frenchy qui arrive, tu les sens comment? Plutôt bien si on met de côté le cas Wembanyama, parce que je pense que bon, pas forcément pour les analystes purs basket, etc. Mais je pense que pour ceux qui commencent à découvrir la NBA, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi dans les auditeurs du trèfle, hein, parce que voilà, parce que ça arrive de commencer en écoutant les podcasts de la meilleure équipe du monde. Mais, c'est des bons joueurs. Après, faut pas analyser par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière avec une exception qu'on aura une fois tous les 1000 ans peut-être. C'est des bons joueurs. Est-ce qu'ils seraient, ils seraient pas, on va pas se mentir, pas forcément premier choix de draft dans une année, allez, on va dire normale. Là, on est vraiment sur une draft particulière qui sera plutôt pourvoyeuse de role player. C'est le fait, tout simplement du Covid, etc., qui a rallongé largement les carrières universitaires. On va le dire, on va pas se mentir, on le dira dans les profils qu'on a présentés, pas mal de joueurs assez âgés, puisque justement le Covid leur a octroyé plusieurs saisons supplémentaires, etc. Donc le niveau global de la draft est peut-être un peu en dessous d'une draft habituelle, en tout cas en termes de potentiel, etc. Mais nos joueurs français, comme tu l'as dit, sont bons. J'ai mes préférences, hein. J'aime beaucoup Zachary Rizaché, j'adore Tidiane Salan, et par contre je suis un peu moins chaud que le consensus, je pense, sur Alex Sarr, même si ça reste un bon joueur. Mais non, on a de la chance d'avoir ces joueurs chez nous en France, et à coup sûr, en tout cas, ils feront partie intégrante de l'équipe de France dans les prochaines années. Donc c'est très très bien. Ouais, alors donc tu le disais, comme je disais tout à l'heure, une draft qui est considérée quand même comme relativement faible. Bon, moi personnellement, je suis un peu dégoûté, hein. Je m'y intéresse à fond cette année. Je suis hypé de dingue sur certains joueurs. Et puis j'ai voilà Hugo, Pierre et Titouan qui me disent non mais Joe, te chauffe pas, cette année la draft elle est pourrie. Donc bon, tant pis. Assez faible donc. Est-ce que je vois que Hugo me redemande la parole. Pardon, vas-y Hugo.
Non, justement, en fait, c'est sur le mot faible. Je trouve que c'est un peu dur de dire faible. Elle est peut-être pas au niveau des drafts de ces dernières années. Et en Mhm. fait, le très haut du panier est peut-être un peu en dessous. Mais par contre, comme dans toutes les drafts, on retrouvera de bons joueurs. Et je suis sûr qu'il y aura des sleepers du deuxième tour, notamment, qui seront d'excellents role-players. Ça reste une constante. Ok. Merci. Eh ben, écoute, du coup, je vais donner la parole à Pierre. Du coup, tu vas nous dire un peu, toi, ce que tu en penses de cette draft. Et puis, ouais, comme je disais, assez faible. Donc, du coup, peut-être un peu plus faible que les précédentes. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression, après, comme je disais, j'ai pas beaucoup suivi avant, mais je trouve surtout qu'elle a l'air très incertaine euh, parce que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que personne n'est d'accord sur un top 10. Tu as des mecs qui sont vus par certains comme loterie assurée et puis par d'autres, ils sont au second tour. Donc voilà, je sais pas. Explique-nous un peu, toi, Pierre, comment tu vois ça. Et puis Bah, du en coup, si fait, tu veux dire, ouais, pardon, si tu veux dire un petit mot sur les Français aussi je, derrière, on t'écoute. je vais revenir sur ce qu'a dit Hugo et je crois que c'est ce qui caractérise d'abord cette draft, c'est qu'effectivement le top de la draft, c'est pas annoncé pour être des futures stars en fait. C'est ça qui est un petit peu déroutant, surtout qu'elle vient, en fait, le problème de la draft 2024, c'est qu'elle vient après la draft 2023 et dont le haut du panier était très très haut. Et on était habitué à avoir deux, trois phénomènes sur les dernières drafts, et là on n'a pas ce côté-là. Si vous voulez, on n'a pas, ce sera pas des, même si ça va être il va y avoir des bons joueurs, ça je n'en doute absolument pas. Même les joueurs qui vont être pris au début, ça reste des joueurs de projet. D'accord? C'est pas des joueurs qui vont être efficients tout de suite. Donc, c'est peut-être en ça qu'elle est jugée faible. Pour autant, je suis d'accord avec Hugo. Tous les noms sont quasiment du coup, elle est très homogène. Donc, tous les noms sont un petit peu interchangeables. Donc, c'est pour ça que vous voyez des mocks avec un gars qui peut être top 14 et 31 sur l'autre. Ça change absolument rien. Donc, voilà, on est un petit peu dans cette configuration-là, pardon. Et pour autant, je trouve ça super intéressant parce que il y a aussi, je trouve que ça va être très contexte dépendant pour les joueurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les joueurs tombent dans l'environnement un peu idéal pour qu'ils vraiment maximisent leurs chances de réussite NBA. Et je pense que il y a des bonnes affaires à faire. Franchement, jusqu'au pic 40, va y avoir. Je rejoins encore Hugo, mais je pense vraiment il y a des joueurs qui vont faire des carrières longues en NBA dans ce draft-là. Je n'en ai pas de doute. Ce sera peut-être pas forcément des gros noms, peut-être pas forcément tous des starters en puissance, loin de là, mais dans aucune draft, hein. Déjà, quand on a des rookies qui signent un deuxième contrat, c'est déjà en soi une réussite, hein. C'est quand même, enfin, le turnover en NBA est énorme et hallucinant. Donc, voilà, faut raison garder, pas monter forcément trop sur une draft et pas descendre trop bas parce qu'il y a toujours des joueurs qui se révèlent même dans les drafts dites faibles. Donc n'ayez crainte, il y aura forcément des bons joueurs dont on va parler dans les années à venir, pardon. Pour revenir sur les Français, ouais, trois joueurs quasiment assurés d'être loterie pick. Il y a toujours eu un réservoir en France, hein, de jeunes joueurs qui commencent à être vraiment reconnus au niveau international, notamment avec l'INSEP qui est une usine à prospects un peu, bah, qui est devenue un peu comme ça. C'est vraiment un choix qui est fait. On a de la chance d'avoir des joueurs athlétiques, des joueurs qui sont quand même plutôt bien formés justement. Quand même avec un vrai effort aussi, le championnat espoir, enfin des choses qui mettent un petit peu en avant le travail sur les jeunes. Donc je pense que c'est une constante qui va continuer dans les années à venir. Déjà, rien que pour l'année prochaine, on annonce déjà Nolan Traoré très haut. Le joueur de Saint-Quentin, vous savez que c'est mon équipe, entre guillemets. Donc j'ai plaisir à le dire. Voilà, donc je pense que la France s'est installée comme joueur formant des joueurs NBA. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Pour revenir sur les trois concernés là, c'est trois joueurs que j'aime bien. Je comprends le doute qu'on peut avoir sur Alex Sarr, mais le potentiel physique est trop intrigant pour qu'il tombe vraiment. Et je pense que typiquement, Alex Sarr, c'est un joueur, ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est un joueur qui sera pas prêt avant, à mon avis, l'année 3, quoi. Enfin, faut avoir beaucoup de temps de développement.
mais c'est un joueur qui a plein de qualités pour réussir et à faire valoir en NBA. Zachary Rizaché, c'est un petit peu différent. Euh, c'est voilà, un enfant, fils de Stéphane Rizaché, faut-il le préciser, médaillé d'argent à Sydney avec les Bleus. Voilà, un gros passé basket. Alexar, pareil, frère de Olivier. Et enfin, Tidjane Salin, qui est peut-être des trois celui pour qui j'ai un peu plus un coup de cœur. Qui est aussi dans une famille de basketteurs parce que sa sœur joue aussi en équipe de France. Voilà, c'est aussi des enfants de la balle, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et ouais, très 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 hâte de suivre leur parcours en tout cas et de voir aussi où est-ce qu'ils vont tomber parce que encore une fois, et de comment on va les utiliser parce que le contexte va être très très très, très important. Ouais. Peut-être plus pour Tidjane du coup, parce que de ce que j'en ai lu, c'est un peu le high risk, high reward. Et ouais, selon l'équipe dans laquelle il tombe, ça peut. Enfin, je sais que j'écoutais le podcast de Café Crème là-dessus qui disait qu'en fait, ça peut. Enfin, il peut ne pas signer de deuxième contrat, comme il peut peut-être devenir peut-être pas un Non, franchise player, mais vraiment un joueur dont on se souviendra. Et ça peut dépendre beaucoup de ses premières années. moi, je suis moyennement inquiet pour lui. En fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est s'ils sont draftés trop haut, notamment pour Isaché et Sarr, s'ils sont 1 et 2, par exemple, c'est le poids, c'est le fait d'assumer ces positions qui est très, très compliqué. On a vu des joueurs ne pas du tout les assumer. On peut évidemment penser à Anthony Bennett, qui était déjà de base un peu une erreur de casting, faut le dire, mais dont le fait d'être first pick et d'être considéré comme the flop ultime, a fait complètement découpiller le garçon qui n'était pas un mauvais joueur non plus au niveau universitaire. Faut assumer après être un haut choix. Et c'est pas forcément évident parce qu'il y a forcément s'il y a haut choix, il y a attente très élevée. C'est un peu ça le piège. Donc je n'envie pas spécialement les joueurs qui vont être draftés en première position cette année, quoi. Ok, ok. Une dernière petite question, et puis après on partira sur les pics qui nous intéressent le plus hein, en tant que fan des Celtics. Est-ce que vous avez je sais pas, un nom, un petit chouchou qui sort de cette draft? Alors peut-être pas forcément dans les premiers pics, mais je sais pas, quelqu'un qui sera en loterie ou juste en dessous, qui atterrira pas forcément chez nous, mais voilà que vous avez pris particulièrement plaisir à suivre durant cette année, ces années et dont vous êtes particulièrement que vous avez hâte de voir en NBA? Vas-y Hugo, commence. Bah, là, tu me prends un peu de court, je suis en train de réfléchir. Ah, pardon. Non, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Alors, en ressortir un comme ça, dans le très haut en plus, qui est-ce que j'aime vraiment bien bon, alors, toute proportion gardée, encore une fois, j'aime bien, mais pour le coup, on l'a pas vu énormément, parce qu'on l'a vu enfin, disons qu'on l'a vu une seule saison. Mais justement, le frère de Jalen Williams Mm. Cody? d'Oklahoma, pardon, d'OKC, Ouais. donc qui joue à Colorado, Cody Williams, Mhm. qui je trouve est vraiment, pour le coup, enfin en fait c'est le genre de joueur sur qui, alors peut-être qu'il sera drafté très haut et trop haut par rapport à une draft normale encore une fois, mais c'est vraiment le genre de joueur sur qui j'ai aucun doute sur le fait qu'il fera une très bonne, voire très bonne carrière NBA, j'allais dire NFL, mais NBA, parce que voilà, parce qu'en fait il a surtout enfin, quand on parle de basique, par exemple au basket, voilà, sur les aspects vraiment basiques, clés du jeu, sur lesquels on attend des compétences minimales. Lui, il est vraiment au moins moyen dans tous les compartiments du jeu, et je dirais même jusqu'à dire bon dans tous les compartiments du jeu. Donc ça serait mon chouchou parce que déjà son corps aussi, il a un corps, il a une envergure assez impressionnante pour sa taille. Donc, enfin, c'est quelqu'un qu'on remarque directement quand il est sur les parquets. Et non, ouais, ça serait mon petit chouchou. Après, encore une fois, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, notamment dans le top 10 cette année, même si ça ne sera pas des stars NBA. Ok, ben merci Hugo. Et juste une équipe où tu Ouais. préférais le voir atterrir à OKC avec le frangin ou pas forcément? Ok, c'est que le frangin, ça m'embêterait un peu parce que Ouais. ça ferait vraiment deux vraiment gros soldats.
Une équipe dans laquelle pourquoi pas chez les Spurs, tiens. Ils ont leur star absolue en 8 là. Bon, même si visiblement il y a des rumeurs sur le fait qu'ils seraient capables de trade up, peut-être pour Rizaché d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais si les Spurs restent en 4 et en 8 et qu'ils prennent un guard en 4, pourquoi pas en 8, hein. On sait qu'ils ont leur superstar. Maintenant, il va falloir aligner une horde de lieutenants autour. Ils ont Devin Vassell. S'ils peuvent mettre Cody Williams et Devin Vassell à côté de Wemby, ça peut être terrifiant aussi dans le futur. Donc, pourquoi pas les Spurs? Ok. Pierre, même question. Ouais, moi je vais partir sur le meneur serbe Nikola Topic, qui est un joueur que j'adore à titre personnel, meneur de très grande taille, 2 mètres, qui a commencé au Mega B-Max et qui est retourné après à l'Étoile Rouge du Partizan. Le problème de Nikola Topic, c'est qu'il a eu 2 blessures et pour autant c'est un des rares joueurs où je trouve qu'il y a des vraies qualités élites, notamment dans sa vision de jeu, sa capacité à agresser le cercle. Le shoot est à travailler, il sera jamais connu pour être un défenseur, mais c'est vraiment un joueur fun to watch et j'espère que une équipe en manque il tombera dans une équipe en manque de meneur. Vraiment, c'est quelqu'un qui peut, alors pas révolutionner une attaque, on va pas s'emballer quand même à ce point-là, hein, mais qui peut tout de suite changer assez rapidement, je pense, le visage offensif d'une équipe. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce joueur. Après, il y a eu des gros problèmes physiques cette année, donc j'ai peur qu'il chute un peu. Mais c'est peut-être pas plus mal en fait dans cette draft non plus par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la pression, etc. Et c'est vraiment un joueur que je vais suivre. Et puis l'autre joueur donc, qui m'intrigue énormément parce que je sais toujours pas trop quoi en penser et arriver à le projeter, ça va être Zakidi, le géant de Purdue canadien. Euh, qu'est-ce que, à quel niveau il va être drafté, tout ça, ça va beaucoup, beaucoup m'intéresser parce que c'est un mec qui a marché vraiment sur la NCAA cette année en termes statistiques. On est sur du 24 points, 12 rebonds, je sais pas, 2 passes, 3 contre, un truc comme ça. Il a été vraiment exceptionnel. Tout en étant très, très peu esthétique, hein, c'est vraiment le profil un peu du pivot tronc qui se met dans la raquette et qui envoie des hooks main gauche, main droite. Et pour autant, il n'y a pas grand monde qui a été capable de l'arrêter. Donc, est-ce qu'un joueur qui peut paraître aussi anachronique peut se faire une place en NBA? Moi, c'est un truc que je vais suivre avec grande attention. Oui. Et oui, c'est la grande question. C'est des profils très clivants, hein, que ce soit lui ou Donovan Clingan, un peu dans le même, pour les mêmes raisons. T'es un joueur de basket et un intermittent du spectacle, quoi, entre les deux. Mais je dirais pas qui est qui, mais voilà. Voilà, gardons le mystère. Toujours dans la délicatesse, Hugo. Juste, bon, du coup, Zakidi, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, ça va très certainement être drafté un peu plus loin. Nikola Topic, Pierre, où dans l'idéal? Je te dis, dans une équipe qui a besoin d'un meneur. Alors, moi, je pense que la première équipe qui est le plus haut sur le tableau, c'est Washington, parce qu'ils n'ont vraiment quasiment personne. Mais en 2, ils le prendront pas parce qu'ils vont être inquiets par rapport aux blessures. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est mon prospect européen préféré de cette année, hein. Vraiment. Ok, eh ben merci messieurs. On va s'arrêter là pour la partie générale, on va dire, de cette draft. Merci d'avoir répondu à mes curiosités et je pense que il y a peut-être des auditeurs comme tu disais Hugo qui découvrent, donc ça peut être intéressant. Moi ça m'intéresse vraiment depuis cette année, donc voilà, je voulais avoir votre avis sur 2-3 sujets. Si ça vous intéresse vous aussi, chers auditeurs, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur la page Spotify ou toute autre plateforme d'écoute, sur la page de Café Crème Sport. Vous y trouverez des podcasts qui ont été faits il y a un petit moment, qui sont du coup peut-être pas forcément très à jour, mais sur les meilleurs intérieurs, les meilleurs français, les meilleurs guards et les meilleurs wings de cette draft à venir. Il y a de nouveaux épisodes qui vont arriver très bientôt. Là, je sais qu'ils prévoient de sortir 2 ou 3 épisodes, je crois, juste avant la draft, donc probablement demain ou après-demain. Déjà, spoiler alerte, j'ai été faire avec eux une mock draft. Je me suis prêté à ce petit jeu-là. Ah, bah voilà.
C'est Voilà, donc donc ça. ça va sortir aussi, ça je peux vous le dire. Et puis je fais de l'auto-promo, j'en profite. Ah bah, Envergure aussi, on a fait des profils détaillés du 25 joueurs à peu près, qu'on pensait être au premier tour. Donc c'est sur l'année, donc forcément il y a des joueurs qui sont plus d'actualité, mais grosso modo vous avez les principaux noms. Et à chaque fois ça dure à peu près une demi-heure pour tout savoir sur un prospect. Voilà. ok, bah, j'allais y venir, hein, t'inquiète pas, j'allais pas vous oublier, mais Mais bon, non, je me doute, mais comme ça, c'est fait. comme ça c'est fait. J'étais lancé. Ok, ok. Oui, donc du coup, sur le site de Café Crème, juste pour finir, donc vous trouverez 40 scouting reports, dont seulement 39 nous intéresseront dans l'immédiat. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Hunter Salis qui a retiré son nom de la draft. Pierre, tu me confirmes? Ça doit être ça, ouais. Ouais, et en fait, bon, le report était déjà sorti, donc il est disponible. Et puis donc, comme j'allais le dire, le monstre du scouting FR, bien sûr, envergure. Donc sur les plateformes d'écoute, effectivement, une trentaine d'épisodes, dont certains parlent de plusieurs joueurs en plus. Et voilà, les scouting reports sur le site, il y a voilà, tout un tas de choses. Moi, ça m'a beaucoup aidé cette année dans ma quête d'essayer de comprendre un peu comment se passe l'avant NBA. Donc je vous encourage grandement à aller y jeter une oreille. Voilà, maintenant qu'on a fait toute la pub et qu'on a fait toute l'intro, on y va. Donc, mes camarades du soir ont choisi chacun 2 prospects dont ils ont souhaité parler. Je vous rappelle quand même que les Celtics disposent cette année du pick 30, qui est donc le dernier pick du premier tour, et du pick 55, donc au second tour. Hugo, je vais te donner la parole en premier et tu vas nous présenter un prospect. Alors, tu me disais que selon toi, que tu viserais peut-être plutôt avec le pick 30, mais tu me disais que selon toi, il faudrait peut-être monter un petit peu à la draft pour avoir l'occasion de récupérer ce joueur. Il a été donné un temps assez haut dans les mock drafts, hein, surtout chez les Américains. Bon, là, il redescend un peu. Alors, bon, à chaque fois, je vais vous donner un peu ce que j'ai vu, histoire que si vous ne le connaissez pas du tout, vous puissiez vous faire un petit peu une idée. Donc, chez Envergure, il est 25e dans le Big Board. Il est 30e chez Café Crème Sport. Donc, a priori, ce sera à peu près notre range. J'ai regardé un peu chez les Américains, histoire que... Voilà. Il a un peu plus la cote, hein. Il est annoncé 12e chez CBS Sport. Il est 17e chez Tankathon, il est 21e chez ESPN. Et puis, pour sortir un petit peu des grosses cylindrées qui ne sont pas forcément les plus objectives, j'ai regardé, pour tous les gens dont on va parler, j'ai regardé un observateur que tu m'avais conseillé, Hugo, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que depuis j'écoute beaucoup, que je vous conseille également. C'est une chaîne YouTube, c'est Hoop Intellect. Et chez lui, il est 22e. Voilà. Ce prospect, c'est un intérieur et c'est Kyle Filipowski. On t'écoute, Hugo. Alors, en effet, Kyle Filipowski, donc intérieur de Duke, plutôt poste 4 / poste 5, mais un peu, on va le dire, un peu soft pour jouer 5. Donc, c'est pour ce pourquoi je pense pas mal de. Enfin, finalement, les avis sur lui divergent, hein, comme tu l'as montré, mais j'ai même vu certains big boards qui mettaient même 38, 40e, etc. Donc, c'est un joueur qui est très clivant cette année, Kyle Filipowski. Longtemps annoncé loterie, comme tu l'as dit. Là, je pense qu'il a un peu baissé, mais en fait, je pense que beaucoup pensent qu'il sera trop soft et il y a un peu un biais qui est pour moi dû au fait que d'autres intérieurs dans son profil aient un peu échoué. Bon, même pas forcément ces dernières années, mais surtout, il y a vraiment, allez, peut-être pas une bonne dizaine d'années, mais il y a 7-8 ans, je pense à des profils comme Frank Kaminsky, etc. Et beaucoup comparent Kyle Filipowski à Frank Kaminsky, alors qu'au final, il n'y a pas grand-chose en commun, hein. Vraiment, à part le fait qu'il soit grand, blanc et qu'ils aient un shoot extérieur, il n'y a pas grand-chose de commun entre les deux. Mais Kyle Filipowski, alors pourquoi déjà je pense que ce sera un bon pick? On l'a dit dans le podcast review des finales, Al Horford fait un travail vraiment formidable, mais Al Horford, il a 38 ans, et je pense que si on peut amener un big l'année prochaine, donc cette année, pour le faire travailler justement un an avec Al Horford avant que ce dernier ne prenne une retraite bien méritée, alors sauf s'il compte continuer, ce qui est possible aussi, hein, vu à quel point il a la forme. Mais voilà, je pense que ça sera intéressant de ramener un big maintenant. Et Kyle Filipowski, en fait, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est que c'est vraiment l'intérieur qui est capable de tout faire bien, en fait. Il est capable de bien tirer à l'extérieur, comme je l'ai dit,
il est capable d'attaquer les close-out, il est très bon sur short roll, c'est un intérieur qui est plutôt bon passeur. Donc au final, je vois peu de défauts. Alors beaucoup vont mettre en question sa défense, notamment sa rim protection, ce qui est peut-être vrai, même si je trouve qu'il est meilleur que ce que certains peuvent en dire. Donc au final, je trouve que c'est le joueur qui serait parfait pour nous. Maintenant, toujours est-il que en 30, c'est pas sûr qu'il soit disponible, même si il y a un certain biais sur lui cette année. Donc les franchises doivent aussi dans leur board avoir une opinion complètement différente de Kyle Filipowski. Donc est-ce qu'il sera là en 30? Peut-être pas, mais est-ce qu'il sera là en, je sais pas, 23, 24, 25? Peut-être. Et à ce moment-là, je pense que ce serait pas inintéressant de trade up. On a le pic du deuxième tour, comme on l'a dit, la draft n'est pas non plus exceptionnelle. Donc, si on donne notre deuxième tour plus éventuellement un autre deuxième tour, on a récupéré pas mal sur les prochaines saisons. Je pense qu'on peut gagner 5 places assez facilement. Donc, pourquoi pas envisager le trade-up. Après, en effet, et là, il faudra plutôt interroger Elias. Ce qui pose aussi question, c'est la question des finances, puisque c'est pas le même contrat non plus entre le pic 25 ou même 23 et le pic 30. Donc ça posera question au final, même si je vous invite à regarder la vidéo aussi de Bobby Marks aujourd'hui, qui parle justement de l'intersaison des Celtics. Et je suis plutôt d'accord avec lui, il explique concrètement que finalement ces drafts elles sont très importantes pour Boston parce que on va pas finalement, peut-être qu'on arrivera à garder nos 5 starters, mais là on va devoir faire des concessions, c'est sur le banc. Et si on arrive à avoir des joueurs vraiment productifs pendant 3 ou 4 ans sur des contrats rookies, donc des contrats à 3-4 millions, franchement c'est très rentable. Et c'est pour ça que je prends le risque de trade-up pour Filipowski. Alors, taxe l'année prochaine, bon, encore heureux, c'est pas nous qui allons la payer, mais les proprios vont payer ça très cher. Mais en tout cas, on aura un joueur qui sera. Alors, je ne sais pas s'il contribuera dès l'année prochaine. En tout cas, en playoff, je ne sais pas, mais en saison régulière, j'en suis sûr. Mais d'ici 2 ou 3 ans, on a un top intérieur, je pense, de banc et un joueur qui sera capable de tout faire. Donc, je pense que c'est la cible vraiment idéale pour nous. Ok, bon, bah merci Hugo. Pierre, un petit mot sur Filipowski? Ouais, comme l'a dit Hugo, joueur intelligent, vraiment un gros IQ, je trouve. C'est vraiment sa qualité principale, je trouve. Il est un peu vendu comme Hugo l'a dit, comme un intérieur qui offre du spacing. Pour autant, il n'a pas très très bien shooté. Il est même pas à 35% cette année à 3 points. Il y avait des grosses questions par rapport à lui parce que l'année dernière, il a eu une grosse opération au niveau de la hanche, etc. Ça l'a pas empêché de jouer cette année. Il a été même plutôt productif. Après, euh, malheureusement, moi, j'ai des réserves sur lui dans le sens où je trouve que c'est un profil qui est pas très à la mode en fait. Les profils un peu de pivot offensif comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Je voulais faire la vanne de bravo Hugo, tu nous as bien vendu Franck Kaminsky, mais un peu forcément le premier nom qui nous vient en tête parce que c'est un petit peu ce genre-là. Pour autant, je pense qu'il a un vrai QI basket que Franck Kaminsky n'aura jamais. Voilà, en plus, le truc qui est un peu marrant avec lui, c'est que si je dis pas de bêtises, Hugo, tu me corriges, mais je crois qu'il vient du Massachusetts, lui. Donc, c'est un enfant du coin. Donc, ça pourrait être marrant s'il tombait à Boston, quoi. Ce serait un petit peu arrivé dans l'équipe qu'il a dû supporter quand il était gamin, quoi. Je crois qu'il vient de l'État de New York, mais pas très loin de chez nous. Enfin, l'État de New York, c'est très très vaste en termes géographiques, mais il vient du coin qui est pas loin. Ah, bah, je confonds. Alors, ouais, il me semblait qu'il était du Maine ou un truc comme ça. Voilà, peut-être. Mais ouais, il est de pas très loin, quoi. Donc, voilà. Et puis, pareil, lui aussi, je crois que c'est un enfant de la balle, hein. Ses deux parents étaient joueurs universitaires. Euh, non, je crois bien. Voilà. Après, moi, ce qui m'inquiète, dans le sens où c'est que effectivement défensivement, autant offensivement, je trouve qu'il colle vraiment bien à ce que Mazzulla peut vouloir. Autant je suis moins convaincu, comme l'a dit Hugo, en défense, notamment sur sa mobilité, qui reste assez moyenne. Et puis l'autre particularité pardon, qu'il a, c'est que c'est un intérieur qui a une envergure qui est à peu près égale à sa taille, limite inférieure. Donc forcément, ceci explique aussi le manque un petit peu de rim protection, contrairement à Rob Williams qui avait une envergure
plus de 2,20. Là, on n'est pas sur ce profil-là, quoi. Ok, bon, eh ben, écoute, on va passer au tien maintenant. Tu vas nous présenter ton prospect. Donc, on est sur un joueur qui est 23e chez Envergure et 45e chez Café Crème Sport. Donc là, pour le coup, il y a un désaccord. Par contre, chez les Américains, c'est plus proche. 27e chez ESPN, 30e chez Tankaton et 33e chez Hoop Intellect. Donc bon, voilà. A priori, ça devrait être dans notre range, peut-être un poil au-dessus, donc à voir. C'est un wing, on va dire, hein, puisque moi j'ai vu arrière ailier, j'ai même vu ailier fort, je sais pas, tu vas nous préciser tout ça. Ouais. Ce prospect, c'est Baylor Scheierman. Baylor Sherman, alors justement, Hugo a bien fait d'en parler dans son introduction. C'est qu'il fait partie de ces joueurs qui sont restés énormément de temps en NCAA parce lui, c'est un super senior, donc il a fait 5 ans. Il avait commencé du côté de North Dakota State, je crois, avant de transférer à Creighton. Creighton, c'est dans une université jésuite dans le Nebraska, du côté de Omaha. Voilà, faisait partie d'une grosse équipe, hein. Creighton, il formait une espèce de Big Three avec Tyler Alexander, lui-même et Kyle Brenner, le pivot. Baylor Scheierman, c'est un peu, pour vous décrire le profil, c'est 2,3 m, joueur pas très athlétique, mais pour autant très bon au rebond. C'est vraiment quelque chose qui l'affectionne. Pas un énorme défenseur, mais un très bon IQ basket. Et puis surtout, c'est un énorme shooter. Il est à plus de 900 tentatives en carrière en NCAA avec un pourcentage à 39%. Donc c'est quelqu'un qui filoche. C'est un gaucher, un shoot vraiment assez atypique. Je trouve pas forcément super esthétique, mais le gars filoche méchamment. Donc à la limite, on s'en fiche complètement. Et puis en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que c'est un joueur qui n'a pas peur de faire des expériences capillaires, d'avoir des looks assez improbables, un petit peu old school. On l'a vu avec des bandeaux, avec toutes sortes de coupes de cheveux. Voilà. Donc je pense qu'il a tout pour être un petit peu un fan favorite pour les gens de Boston. Quoi vous dire d'autre? Ouais, si en production statistique quand même, je vais vous parler de ça au moins pour cette année. Donc il était à 18,5 points, 9 rebonds, 4 passes, avec un 38% à 3 points, 87% en lancer franc. Voilà, il fait un peu plus de 90 kilos, une envergure équivalente à sa taille à peu près. Voilà pour lui. Quoi vous dire d'autre? Étant jeune, c'est quelqu'un qui est arrivé sur le tard en fait en NCA, enfin sur le tard, qui a éclos sur le tard parce qu'il a grandi sur le tard. Donc il a ce côté late bloomer, donc il sait par où il est passé. Comme beaucoup d'Américains jeunes, il faisait il faisait différents sports. Il a notamment été quarterback, ce qui explique peut-être sa précision au tir. Et puis voilà. Donc je pense que, alors oui, c'est pas un poste où on a vraiment des besoins entre guillemets. Mais pour autant, c'est un joueur qui peut très vite s'acclimater. J'ai oublié de parler de son âge, parce que forcément, vu qu'il a fait 5 ans, il est vieux. Il a 23 ans déjà, donc ce qui est bien, c'est qu'il arrivera dans son prime en même temps que les Jays. Donc ça, c'est très très pratique. Et il sera toujours sur son contrat rookie, donc c'est top aussi. Fin de la blague, mais sinon, voilà. Un petit peu qui est Baylor Scheierman, le joueur de Creighton que je vois très bien, parce que de toute façon, c'est toujours pareil, des wings, on a toujours besoin, et des shooters aussi, surtout dans le Mazzulla Ball. Donc, pour moi, ça fit complètement. Et si on a été capable de cacher Sam Hauser, on va être capable de cacher ce bon Baylor. Et voilà, peut-être un futur favori de Titouan. Hugo, tu veux rajouter quelque chose? Moi, justement, je suis très content que Pierre en parle parce que c'est un de mes joueurs préférés de cette draft.
Je le dis clairement. Pour moi, en fait, c'est un des 15 meilleurs joueurs de la draft, tout simplement. C'est un joueur sur qui, encore une fois, j'ai aucun doute sur le fait que ce sera au moins un très bon role player NFL. NFL. NBA, mais je vais m'expliquer parce que justement. Décidément, ce soir. Non, mais en fait, c'est parce que justement, Pierre en a parlé, il était quarterback, et c'est même plus que ça, en fait, il était meilleur quarterback de son État. Alors, c'est le Nebraska de mémoire. Et il faut savoir que le Nebraska est un des meilleurs, c'est enfin un État reconnu pour sa qualité de foot. Donc, c'est pas, même en tant que quarterback, c'était vraiment un mec qui était reconnu. Sinon, pour le joueur qu'il est, déjà important de préciser, c'était pas le cas de Filipowski, je crois, mais chez Herman, on a fait un workout avec lui. Donc, important de le dire. Voilà, il est potentiellement, en tout cas, sur les tablettes des Celtics. Ensuite, intéressant de dire également, pour Sherman, en tout cas, pourquoi ce serait une bonne raison de le sélectionner. On sait que Sam Hauser a encore une team option de mémoire, mais l'année prochaine, il faudra sans doute le payer et Sam Hauser va sans doute réclamer un contrat, je ne sais pas, entre 8 et on va dire 12 millions la saison, un truc comme ça, j'imagine. Vu ses playoffs, ça serait légitime. Et de ce fait, on sera peut-être pas en tout cas en capacité de le payer. De ce fait, ce serait intéressant, comme l'a dit Pierre, justement, de prendre Sherman pour préparer, pour faire la planification. Et sinon, sur le joueur en lui-même, comme tu l'as dit, Pierre, immense shooter, très bon passeur aussi, peut-être dû à ses anciens amours de quarterback, notamment sur les lob passes. J'ai trouvé très, très, très bon à Creighton là-dessus. Et non, voilà, très bon joueur, capable aussi d'attaquer les close-out. C'est pas uniquement un shooter, il est capable aussi de tirer en mouvement, donc comme le fait Sam Hauser. Et juste aussi, j'ai noté. Pierre a dit qu'il était passé par North Dakota State et non, il est passé par le rival, les bien nommés Jack Rabbits de South Dakota State, les Jack Rabbits, cette fameuse équipe qui joue en bleu et jaune, des maillots très 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 moches. Mais voilà, donc un de mes joueurs préférés de cette draft, franchement, encore une fois, je suis très content que Pierre en parle. Ce sera, je pense, un très 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 bon joueur. Ok. Eh ben, écoute, on va revenir vers toi du coup, puisque tu vas nous présenter ton prospect suivant. Pardon, je cherche dans mes notes. Hop. Voilà. Alors là, on a un accord parfait entre Envergure et Café Crème, puisque chez eux, il est 56e pour les deux. 61e chez ESPN, 59e chez Tankaton et 53e chez Hoopintellect. Donc on est a priori sur un joueur qui devrait se situer à la fin du deuxième tour si il est drafté. Ça tombe bien, on a le pick 55, donc du coup ce sera peut-être par là. Hugo, tu vas nous parler donc d'un autre intérieur et c'est PJ Hall. En effet, alors moi justement, contrairement à ce dont tu as parlé avec les spécialistes, je suis beaucoup plus haut que le consensus sur PJ Hall. Pour moi, c'est alors je sais qu'il ne sera pas drafté à ce moment-là, mais en tout cas pour moi, c'est un top 40 facile dans cette draft. Intérieur capable aussi de tout faire. Alors lui, pour le coup, il y a des vrais doutes sur sa défense du cercle en tant que rim protector. Par contre, c'est un joueur qui est très intelligent et qui est très bon en défense collective. Sur les aides, etc., il est très très bon. Joueur de Clemson, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Clemson qui est un programme qui monte aussi en college basketball, qui était en tout cas un excellent programme de college football, qui justement est en train de finalement perdre son leadership sur le foot pour le gagner progressivement en basket. Et PJ Hall a été la figure de ce programme. C'est grâce à lui justement que ce programme est remonté dans la hiérarchie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a quand on draft PJ Hall? Globalement, je vous le fais très simplement. On a un intérieur qui est capable vraiment de tout faire en attaque. La seule petite problématique qu'on pourrait voir, le petit doute, ce serait sur son côté vraiment vertical, notamment quand il monte au cercle. Est-ce qu'il sera assez vertical pour éviter les contres, etc. Maintenant, c'est quelqu'un qui est capable de... Alors même s'il n'a pas très bien shooté cette année, mais on y reviendra, c'est surtout dû au usage, parce on lui a demandé vraiment énormément. On lui a demandé de tirer énormément, parfois de prendre des shoots un peu difficiles en fin de possession. Donc il n'a pas les meilleurs pourcentages au tir. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui est capable, et je suis sûr que en le mettant dans une très bonne équipe comme Boston, ces pourcentages vont montrer de façon vraiment organique et seraient aux alentours, je pense, d'un 35% au tir très facilement dès ses premières saisons. Donc c'est vraiment un joueur complet en attaque. C'était le hub offensif de Clemson, donc capable aussi de passer depuis le poste bas ou depuis la tête de raquette. Clemson, c'est une équipe qui utilisait beaucoup les relations high-low, donc
vraiment de l'intérieur du poste 4, peut-être de raquette, au poste 5 sous le panier. Et justement, avec Boston, ce qui serait très intéressant, ce serait d'avoir P.J. Hall pour faire cette relation high-low avec un Kristaps Porzingis, qui est excellent au post-up, très proche du cercle. Donc justement, là, je trouve que dans l'utilisation, ça serait pourquoi pas intéressant. Et ensuite, surtout, ce pourquoi j'aime P.J. Hall, alors j'en ai déjà un peu parlé, mais son côté hub offensif, c'est quelqu'un qui est très bon sur shot roll, très bon dans tout ce qu'on fait, et surtout très bon dans le côté aussi post-up sur le mismatch. C'est quelque chose que faisait par exemple pas mal Grant Williams à l'époque, quand on provoquait les switches et qu'on lui demandait de post-up des gens plus petits. P.J. Hall est dans le même registre que notre ami Grant Williams, et de ce fait, je pense que ça sera un joueur très intéressant pour Boston. Alors lui, ça serait plutôt, si on envisageait une perspective peut-être de trade-down en début de deuxième tour, ou en 54 s'il est encore là, mais je pense qu'en 54, on se dirigera, en tout cas si on prend quelqu'un en 30, on se dirigera plutôt sur un profil européen ou australien pour faire du draft and stash, pardon. Donc je l'envisage plutôt en tant que premier pick des Celtics. En 30, franchement, je vais peut-être blasphémer, mais ça me choquerait même pas. Enfin, je pense que c'est pas un range qui est totalement farfelu pour un P.J. Hall. Je pense qu'il est vraiment valuable. Et sinon, pour moi, ce serait plutôt aux alentours de 35-40. D'accord. Pierre, tu peux nous dire quelque chose sur P.J. Hall ou... Rien de plus que ce que a dit Hugo. Moi, je doute un petit peu plus de son côté défensif. Je suis un petit peu moins emballé que lui. Par contre, je le rejoins complètement sur sa capacité à tirer. Une mécanique un petit peu marrante, un petit peu un shoot de vieille, un petit peu devant. Il me fait toujours rire. J'aime bien le voir tirer. Pour autant, joueur intéressant parce que justement capable un petit peu de ce côté de scoreur, un peu trois niveaux. D'être un petit peu ce mélange de postes 4-5, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est complètement le joueur qui fit avec avec Joe Mazzulla. Donc sur ça, je rejoins Hugo. Après, le pic en 30, je sais pas. Après, c'est dur à dire parce qu'on ne sait pas. Il y a aussi des joueurs qui vont descendre, etc. Donc c'est un petit peu compliqué dans l'absolu. Je trouve ça un peu haut. Mais après, on sait aussi que très bien que, par exemple, pas plus loin que l'année dernière, Boston voulait absolument Jordan Walsh et ils ont descendu pour l'avoir à un range plus acceptable et puis récupérer quelques second tours, etc. Donc c'est aussi pourquoi pas une technique à appliquer cette année. Donc à voir, mais pourquoi pas. L'idée me déplaît pas, le range je trouve ça un peu haut, c'est juste ça. Mais après, si tu arrives à descendre en pick 40 et que tu l'as, bon bah c'est bien, c'est une bonne draft. Vraiment. Ok. Eh ben, écoute, je reviens vers toi tout de suite puisque tu vas nous présenter ton deuxième choix. Alors, 33e chez Envergure, 26e chez Café Crème Sport. On va parler d'un prospect français, donc du coup peut-être que ça explique pourquoi il est aussi haut. Enfin aussi haut, je dis pas qu'il est trop haut, j'en sais rien, mais en tout cas il est un petit peu plus bas chez les Américains. Hein. Il est 48e pour Ouais. ESPN, 52e pour Tankaton et 44e chez Hoop Intellect. Donc si on en croit les scouts français, on ferait peut-être mieux de le prendre au premier tour. Chez les Américains, on pourrait peut-être se permettre de trade down un petit peu. Tu vas nous parler d'un joueur. Alors là, j'avoue, j'avais pas super bien fait mes devoirs, mais quand j'ai regardé ça tout à l'heure, je ne savais pas qu'il jouait à Saint-Quentin. Je me rappelle que tu avais été quand on avait fait quand on avait essayé de monter les meilleures équipes NBA possibles et que tu avais été jusqu'à prendre Rudy Gobert en 2 en nous expliquant que c'était parce qu'il était de Saint-Quentin. Donc je ne suis pas surpris que tu nous parles de ce joueur aujourd'hui. Ouais. C'est Melvin Aginsa. On t'écoute. Ouais, je vais parler de ma vie d'Aginsa parce que je trouve, et même en France, je trouve qu'il n'a pas une cote de dingue en vrai. Pour autant, je dis pas que c'est un mec qui doit être tri top 15, hein, c'est pas ce que je dis, mais je pense que vraiment son range entre 20 et 40, ça me semble pas du tout usurpé. Dans le sens où, alors oui, on va me dire, les chiffres sont pas dingues. Oui, d'accord, il tourne à 9 points, 4 rebonds, une passe. Les pourcentages sont pas fous non plus. Il a à peine de 33% à 3 points, à peine 80 au lancer franc. Ok, d'accord. Après, il faut voir le contexte de Saint-Quentin. Il faut voir de où ce garçon vient. Il faut voir la progression qu'il a eu tout au long de sa jeune carrière. Parce qu'il, lui, pour le coup, il reste jeune, il a à peine 20 ans. Et d'où il vient. Donc, et c'est en ça que je trouve que le parcours du joueur est très intéressant.
parce qu'il est arrivé de l'INSEP où il jouait en NM1, il a signé à Saint-Quentin qui évolue en Pro B. Saint-Quentin en Pro B, bon, personne ne s'attend à ça, mais l'année dernière, ils éclatent à peu près tout le monde en Pro B et ils montent en Pro A. C'est un peu la grosse surprise. Une fois là, il y avait heureusement une clause dans le contrat de Melvin Ajassa pour Saint-Quentin, de s'il y avait monté, il re-signait. Donc voilà, il se retrouve en Pro A. Donc le garçon a fait 3 niveaux en 3 ans quand même, hein. Et là, donc il est dans une équipe, pareil, on annonce, tous les spécialistes disent oui, cette équipe, de toute façon, elle est amenée, et moi le premier, hein, je pensais vraiment qu'on allait faire l'ascenseur et que le SQBB allait redescendre aussi vite qu'ils étaient montés, et ils accrochent les playoffs et une Coupe d'Europe, et en fait, ce garçon-là, il a été dans une équipe très défensive cette année, et c'était un des meilleurs défenseurs de cette équipe-là, et donc il jouait contre des joueurs référencés. Saint-Quentin a eu des grosses performances contre des grosses équipes du championnat. Alors, offensivement, ça a été plus compliqué, mais ça s'explique aussi. C'est-à-dire qu'il avait un rôle hyper restreint avec des meneurs qui avaient énormément la balle. Et l'option numéro 1, c'était vraiment de mettre le ballon à l'intérieur. Lui était vraiment là, en roue de secours, à ouvrir les angles de passe pour tirer à 3 points. Donc il n'a pas eu que des bons tirs non plus, hein, loin de là. Et surtout, dans une raquette où il y avait un manque de spacing, donc du coup, très compliqué de faire valoir ses capacités d'agresser le cercle. On l'a aussi pas vu du tout en tant que porteur de balle, donc ça c'était pas terrible pour lui. Pour autant, c'est quand même un des garçons qui jouait le plus cette année à Saint-Quentin. Et je pense pas que Julien Mahé, le coach du SQBB, soit connu pour faire plaisir aux joueurs parce qu'il les aime bien. C'est parce que s'il jouait, c'est parce que il apportait quelque chose sur le terrain. Et ce qu'il apporte prioritairement, c'est de la défense. C'est un mec qui défend extrêmement dur et qui, je trouve, défend extrêmement bien. Alors, il s'est raté sur certains matchs, comme tout joueur. Mais grosso modo, il défendait quand même souvent l'ailier ou l'arrière le plus productif en face. Et la soirée était souvent assez compliquée pour l'adversaire. Donc ça, moi, je mets ça en gros point fort. Et puis après, il a des qualités physiques, des qualités athlétiques qui, à mon avis, sont tout à fait dans les standards NBA. Donc il fera pas tâche non plus. Et je crois vraiment qu'il est capable de beaucoup mieux tirer que cette année parce que le contexte en attaque ne lui allait pas trop. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui, dans sa saison en Pro B, en deuxième partie de saison, tournait à plus de 40% à 3 points. C'est quelqu'un aussi qui, au championnat du monde jeune, la France a fini deuxième, euh, a été le meilleur français, honnêtement, hein. Il a été le meilleur français du tournoi, alors que dans l'équipe, il y avait Sarr, il y avait Rizaché, c'est surtout Melvin qu'on a vu. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Ça permet aussi de voir le joueur dans un autre contexte. Ça, c'est aussi assez important. Donc voilà, donc c'est pour ça que je crois beaucoup en ce joueur-là. En plus de ça, c'est un joueur qui a une très bonne mentalité, je crois, vraiment. Il a été blessé un petit peu cette saison. Il a été amené à faire le sparring partner avec l'équipe de France. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut remonter dans l'esprit des boards américains avec les entretiens. On sait que c'est extrêmement important, hein, les entretiens, ça a l'air de rien, mais ça l'est, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très mature pour son âge. Et pareil, sur le terrain, il est toujours quasiment impassible, très peu d'émotions, et pour autant, quand il était blessé, on le voyait toujours avec l'équipe, faire des photos de ses potes, etc. Donc, moi, j'ai pas trop de. Je pense que humainement, c'est un vrai bon mec, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'il soit drafté haut. Après, ce sera pas le genre de joueur qui sera prêt tout de suite, mais c'est un profil dans un profil de 3&D, gaucher, capable de mettre des tomards en transition. Moi, j'achète bien ce genre de profil en pick 30, ouais, j'ai pas trop de problème avec ça. D'accord. Ok. Hugo? Je pense que je vais être forcément un peu moins chaud et un peu moins surtout chauvin que Pierre. Alors je pense que c'est un bon joueur, attention. Mais maintenant, moi j'ai beaucoup de mal quand même avec son profil. Je trouve il est vraiment bon en défense, mais bon, après peut-être que j'ai vu les mauvais matchs, hein. Pierre en a vu beaucoup plus que moi.
Et je tiens à le dire, voilà, Pierre, on a vu tous les matchs, hein, contrairement à moi. Mais moi, je l'ai trouvé quand même, par rapport à la manière avec laquelle Pierre le vend, je trouve qu'il est quand même un peu surcoté en défense, surévalué peut-être en défense. Il est bon, mais je l'ai pas vu non plus exceptionnel. Et surtout, moi, je doute du reste en fait de son jeu offensif. Alors, il a été plutôt adroit à 3 points, en tout cas plutôt surprenant dans son adresse extérieure, notamment en playoff il y a plusieurs matchs où il a vraiment rentré des gros tirs, même parfois en fin de match où Saint-Quentin s'est un peu, je ne vais pas dire reposé sur lui, mais la solution en tout cas elle est venue de lui. Donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, au global, je trouve que 30, c'est quand même très haut pour un joueur qui est à l'instant T vraiment pas fini et même en cours de progression, enfin en cours de construction. Si je devais prendre un autre joueur français à ce stade de la draft en 30, j'irais plutôt vers Pacom Dadier qui est un peu projet aussi, mais je trouve déjà qui est un autre projet, mais déjà je pense un peu plus fini que Aginça. Aginça en plus, si je dis pas de bêtises, Pierre pourra peut-être me contredire, mais qui a signé en tout cas ou qui devrait signer à Lasvel l'année prochaine. Donc par contre, pourquoi pas sur du draft and stage dont je parlais tout à l'heure, en deuxième tour. On le sait, là, visiblement, il jouera l'Euroleague l'année prochaine avec Lasvel. Donc pourquoi pas le drafter, le laisser en Europe 1 ou 2 saisons, voir ce que ça vaut. Et après, éventuellement, le rappeler en NBA. Alors, c'est le parcours qu'on avait choisi pour Johan Bégarin il y a quelques années. Je pense par exemple qu'Aginça, c'est vraiment 2-3 catégories au-dessus d'un Bégarin, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Ok. Bon, eh ben, messieurs, merci beaucoup pour ces 2 profils chacun. Je vous envoie maintenant 2 noms que m'a soufflé Titouan, hein, dont il aurait aimé parler s'il avait fait l'épisode lui. Alors, bon, je vais vous donner la parole chacun sur un prospect. On va accélérer un peu parce que l'heure tourne et qu'il y a autre chose dont j'ai envie de parler après. Donc, le premier, c'est Quinten Post. J'ai pas trouvé de scouting report sur lui chez Envergure. Il apparaît en 63e position dans leur board. Et Titouan me disait qu'au Café Crème, en fait, il n'y a rien eu d'officiel non plus parce que il a été scouté très très tard, mais que lui, actuellement, il le mettrait certainement autour de la 40e place. Il est autour de la 60e chez les Américains. Je vais donner la parole à Hugo puisque c'est un joueur qui joue pour les Boston College Eagles et du coup il va être tout à fait à même de nous en parler. Mais par contre, comment ça, vous n'avez pas de scouting report sur le meilleur joueur de la draft chez Envergure, Pierre? Enfin, je comprends pas. Non, mais plus sérieusement, alors vous voyez le chauvinisme de Pierre par rapport à Saint-Quentin. Moi, je vais avoir un peu le même avec Boston College, qui est vraiment la fac que je suis depuis que j'ai commencé à regarder la NCAA, donc depuis 15 années. Donc Boston College, c'est une fac dont j'ai regardé vraiment énormément de matchs, peut-être pas tous les matchs. Mais depuis que je regarde, et depuis vraiment de très nombreuses années, Quinten Post est de très loin le meilleur joueur de l'histoire de la fac. Même des observateurs qui regardent depuis les années 80, etc., tiennent le même discours. Parce qu'on a rarement eu un vrai prospect NBA comme ça à Boston College. Alors, le seul défaut qu'on pourrait trouver à Quinten Post, c'est son âge, en fait. Il a 23, même peut-être 24 ans. Il va avoir 24 ans, en tout cas, dans sa saison rookie. C'est très, très vieux pour un joueur NBA, même si d'autres le sont aussi. Mais sinon, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Intérieur mobile, qui fait 2m13 et qui a 2,15 d'envergure. Donc, voilà, très grande envergure. Très mobile. Un peu une sorte de Luke Cornet en un peu plus petit. Mais beaucoup plus mobile que Luke Cornet. Shooter à 3 points aussi. Bon, il est à, on va dire 30. J'ai plus ses stats, mais je pense qu'il sera en NBA. On le fait shooter demain. Je pense qu'il sera à 35-36% facile. Vraiment, vraiment un joueur très très fort. Et surtout, ce qui est intéressant avec Post, c'est qu'à Boston College, on lui demandait vraiment de tout faire. C'était l'initiateur d'attaque, c'était le passeur poste haut, il faisait vraiment tout parce que finalement, c'était le seul vrai bon joueur de l'équipe. Après, il y a des bons joueurs de complément, mais lui était vraiment la star de l'équipe. Et dans une fac qui s'est un peu, excusez-moi l'expression, mais cassé la gueule cette année, dans le sens où on avait quelques attentes au début de saison, puisque l'effectif était meilleur que l'effectif de Boston College de ces dernières années.
L'effectif s'est vraiment cassé la gueule, mais lui, par contre, il a toujours tenu sur ses larges épaules le programme. Et jusqu'au tournoi de conférence où Boston College fait une excellente prestation. Tournoi de conférence, donc juste avant le tournoi NCAA. Et il a permis à Boston College de gagner 2 ou 3 matchs, je ne sais plus, dans le tournoi, et surtout de se qualifier pour le NIT, donc le tournoi, on va dire, secondaire NCAA, qui a été une première aussi pour BC depuis pas mal d'années. Donc, Quinton Post fait une vraie saison, sélectionné dans la première équipe ACC et c'est mérité. Mais surtout, voilà, je pense vraiment que c'est un profil NBA. Comme Titouan l'a dit, il a été scouté tard. Son nom est apparu très tard aussi dans le process draft. Donc, je pense qu'il sera une drafted, malheureusement. Mais attention, lui, par exemple, c'est le genre de profil qu'on pourrait suivre en Summer League, pour le plus grand bonheur de Trash Talk qui regarde la Summer League en direct. Donc, je pense qu'il aura quelques petits matchs de Quinton Post à se mettre sous la dent. Mais je pense vraiment que c'est un talent NBA. J'en suis sûr et certain. Ok, merci Hugo. Donc on enchaîne. Pierre, je te donne la parole sur un autre nom qui m'a été soufflé par Titouan. C'est Jonathan Mogbo, un autre intérieur, qui est... alors là, par contre, il y a plus... vous êtes moins d'accord. C'est 27e chez Envergure, c'est 61e pour le Café Crème Sport. Et chez les Ricains, il est autour de la 40e place. Voilà, 40, 39, 43. Ouais, je partage un peu moins l'optimisme de Hugo sur Quinton Post, que je trouve être un très bon joueur, mais un petit peu un poor-man Luka Garza. Donc on voit que Luka Garza, il est un facteur inexistant en NBA pour l'instant, ou juste un fan favorite. Et je pense que malheureusement, Quinton Post ce sera à peu près la même chose, mais c'est un garçon qui sera très très bon dans du basket FIBA. Et on pourra suivre le néerlandais, j'espère en Europe. Et par exemple, moi, je suis entraîneur d'une équipe française de Betclic Elite. C'est un nom que je coche directement, ça c'est sûr. Euh, pour revenir à Jonathan Mogbo, les Américains disent Mobo d'ailleurs. Ils ne prononcent pas du tout le G, je crois. Joueur de San Francisco, profil assez atypique. C'est un poste 4, très petit, parce qu'en fait, le combine a révélé sa taille. Il fait à peine 2 mètres. Joueur vertical qui ne shoot pas du tout extérieur, qui joue comme un pivot et qui est par contre du coup du fait de sa petite taille assez mobile, très solide, athlétique, euh, qui a des vrais flashs à la passe. On l'a vu créer et sortir des passes vraiment assez incroyables. Après aussi envoyer des passes assez affreuses. C'est un petit peu tout l'un tout l'autre. Pour autant, pareil, c'est un joueur âgé, 23 ans. Alors autant j'aime bien le joueur, j'aime bien le profil, autant avec Boston, je vois pas le fit du tout parce qu'on n'a jamais su exploiter. Je veux dire, Rob Williams avait ce côté-là, un petit peu de sens du jeu, sens de la passe, on n'a jamais su l'exploiter. Et je crois que ce serait pareil avec Mogbo, donc ce serait gâché parce que c'est peut-être sa qualité première avec sa dureté, sa capacité à switcher en défense. Après, est-ce qu'un joueur de 2 mètres peut jouer pivot dans une franchise NBA? Ça aussi, c'est une vraie question. Voilà, c'est un joueur en plus qui a pas énormément il y a pas énormément de passifs parce qu'en fait, il a pas joué pendant 2 ans et après il a joué que 2 années où il a changé pour arriver finalement à San Francisco. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de questions sur ce joueur-là. C'est un profil que je trouve très intriguant. Pour autant, je suis pas sûr de le prendre, mais parce que ça correspond, pour moi, ça correspond pas trop à la philosophie de Mazzulla, quoi, pour faire simple. Voilà. D'accord. Hugo, tu as quelque chose à dire sur Mobo, du coup? Alors moi, je j'aime pas du tout le joueur. Je vais pas mentir. Pierre dit que c'est un poste 4. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un big wing en fait qu'on a fait jouer intérieur parce que Ouais, il y a ce côté-là. C'est comme ça. Pierre l'a dit, en fait, on l'a fait jouer intérieur parce que c'est un programme qui n'a pas d'autre choix en fait de le faire jouer intérieur. Mais enfin, on lui demande d'initier l'attaque, etc. Mais dans les faits, il n'initie pas grand-chose. C'est un bon rebondeur, ça je vais pas lui enlever. Mais à part ça, en fait, je vois rien de très bon dans le profil de Mogbo. Donc, moi, c'est vraiment pas. En tout cas, si on le draftait en 30, par exemple, ce serait un joueur. Enfin, je serais déçu du pick pour le coup. Ouais.
Pareil. Pour autant, je vais rappeler ses stats. J'ai pas donné ses stats. Il a 14 points de rebond pour montrer que c'est un bon rebondeur. Et pareil, pas assez peu de présence finalement au contre aussi. Pour la seule après une des qualités, c'est il peut switcher un peu quoi. Donc, mais heureusement en même temps quand tu fais 2 mètres quoi. C'est ça aussi. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire à un mec de 2 mètres qui peut défendre sur des ailiers quoi. Parce que les ailiers font 2 mètres. Donc c'est pas non plus une surprise. Ok, bon, eh ben allez, on va passer à la dernière section. Je vais vous mettre dans la peau de la... Bon, en même temps, vous y êtes un petit peu depuis le début de la soirée, mais au début de l'épisode, je vous mets dans la peau de la personne qui va prendre la décision finale. Le pick 30 approche et il y a un coup de bol. Qu'est-ce que ce serait pour vous, ce coup de bol? Je m'explique. Un mec qu'on imaginait partir aux alentours de la 15e, 20e place, et puis son nom ne sort pas, son nom ne sort toujours pas, et puis on arrive au pick 30, du coup on saute dessus. Ce joueur, pour toi, Pierre, c'est... Ouais, bah, je réfléchis. En vrai, c'est dur comme ça dans l'absolu. Moi déjà, pour ce range-là, tous les joueurs un peu anciens, on peut en citer plusieurs hein, qui ont fait des années, des seniors, des super seniors. Même si c'est pas forcément un poste qui nous va, moi ça m'irait. Je pense à Kevin McCullar. Alors, on l'a pas invité en workout cette année, mais je sais que l'année dernière on l'avait vu parce qu'il avait testé les eaux de la NBA, le joueur de Kansas. Je pense à Shannon Junior qui a fait une grosse saison du côté d'Illinois. Cette année, pareil, senior, ailier, ce genre de joueur qui peut trouver très vite sa place. Pareil, c'est des joueurs qui ont 23-24 ans, donc qui peuvent être efficaces de suite. Tous ces joueurs-là, moi, j'ai pas trop de problème à les drafter en 30. Après, je pense que c'est surtout si un des bigs annoncés premier tour glisse. Je pense vraiment que ce serait l'occasion d'y aller. Là, je rejoins un petit peu Hugo sur ce qu'il disait sur Kyle Filipowski. Alors moi, je pense que ce serait peut-être un Darren Holmes, peut-être un Kelly Ware. Je pense que c'est le genre de profil-là. Si ça tombe en 30, je pense que c'est dur de passer à côté. Après, j'ai pas. Voilà. C'est à peu près ce que je voudrais parce qu'effectivement, je pense que avoir un big supplémentaire et qui plus est, qui a un peu ce rôle hybride de intérieur slash poste 4 à l'ancienne, entre guillemets, des années 2000 qui peut stretch, quoi. Ça va être un need avec l'âge avancé ou avançant de Hall. Ok, alors Hugo, à ton tour, du coup, tu es la personne en charge du choix du pick des Celtics, et puis tu vois un nom qui n'est toujours pas tombé, et là tu te dis, bon, bah, on laisse tomber le plan A, on va le prendre lui plutôt. Et ce joueur, c'est... Alors, ce joueur, et je remercie Pierre de m'avoir permis de réfléchir un petit peu, ce joueur, c'est Tristan da Silva, poste 4, on va dire de petite taille, allemand de Colorado. Colorado, fac de l'illustre Derek White, hein, dont Derek White regarde tous les matchs, où il invite parfois les joueurs des Celtics à regarder les matchs aussi. Donc, je pense que si j'étais Derek White, je ferais une petite propagande pour Tristan da Silva, qui est le frère d'ailleurs de Oscar da Silva, qui était, voilà, je vous le dis, mais ancien joueur de Stanford et qui joue aujourd'hui au Barça, très bon joueur. Mais voilà, intérieur de petite taille, bon shooter, même fort shooter, et surtout joueur très intelligent, capable d'un peu tout faire. Il a ses limites en défense, mais je pense que à force de travail, et surtout très intelligent, donc je pense qu'il pourra combler ça, surtout dans notre défense collective. Mais s'il est dispo en 30, j'y vais les yeux fermés, je pense. Ouais, poste 3-4 plutôt, moi je vois plus comme ça. Monsieur Propre, c'est un joueur avec des très bons fondamentaux. Il y a un truc qui est assez marrant avec lui, c'est que c'est une de stats de l'année dernière, c'est quasiment la même cette année à Colorado. C'est exactement quasiment au 10e près, c'est quasiment la même chose. Donc c'est un joueur à peu près fini. On sait ce qu'on a quand on achète l'Allemand Tristan da Silva. Donc ouais, pour moi je pense qu'il partira parce que c'est un joueur qui a un plancher ultra safe, notre ami Da Silva. Ok. Bon, alors, j'avais fait une petite liste de noms
Donc j'ai demandé à Titouan de m'aider un petit peu. Vous en avez cité quelques-uns, donc c'est cool. Alors on va partir sur un petit question-réponse, juste comme ça. Vous prenez pas. Ouais, non, j'allais commencer par les intérieurs, mais bon, déjà, Pierre en a cité deux avec Kelly Ware et Darren Holmes. Hugh- Kevin McCullar aussi, ok. Un meneur, Tyler Kolek. Personnellement, je prends pareil, hein. J'avais parlé de préparer l'après-Hauser, enfin planifier. Pritchard a un contrat à 7 millions qu'on peut, je pense, trader. Enfin, il y aurait moyen en de trader, mais Tyler Collect, très bon passeur, très bonne lecture, notamment des écrans, etc. Bon facilitateur, bon connecteur. Bon, il a 23 ans, il est petit, il n'a pas une très grande envergure, mais bon, il est plutôt dans le registre Pritchard de ce point de vue-là. Mais voilà, très 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 bon organisateur, 39% en 3 points, sur un volume quand même assez intéressant de plus de 4 tirs par match, je crois, 23 ans. Mais moi, je prends en backup, ça sera un très très bon backup à NBA, j'en suis sûr et certain. Ouais, dans le style un petit peu floor manager à la Arci Diacono, ce genre de joueur que la NCAA sait produire. Il a vraiment été très efficace du côté de Marquette avec un autre prospect NBA qui est Ozo Igodaro. Très belle saison là-bas. Je suis un peu plus inquiet par rapport à la taille que Hugo. Et puis, je trouve que par rapport, si on fait la comparaison point pour point avec Peyton Pritchard, il n'a pas cette qualité physique et je pense qu'il ne l'aura jamais. C'est un joueur différent. Papa de gauche intéressante. J'aime plutôt bien. Ok. Pierre, je vais pas mentir, je suis en train de chercher une note. Est-ce que tu est-ce que tu peux nous parler un peu de Kelly Ware et de Darren Holmes parce que c'est deux joueurs que Ouais, j'avais ouais, notés. je fais un profil très, très, très succinct des deux. Ouais, Euh, parce que tu nous as cité leur nom, mais tu en as pas ouais, trop parlé, donc on t'écoute. Kelelware, pivot des Hoosiers, qui était avant du côté de Oregon, dans l'ancienne fac de Peyton Pritchard, hein, si je crois que c'est bien ça, qui a eu du mal la première année du côté de la côte ouest, qui fait une meilleure saison du côté d'Indiana en lieu et place de Trey Jackson Davis qui était parti aux Warriors. Joueur avec énormément de talent, assez soft malheureusement, mais qui est capable de s'écarter pour tirer. Par contre, un talent indéniable. Après, moi, ce qui me freine un petit peu, c'est que c'est le garçon qui, on a l'impression qu'il a un peu du mal à se faire mal sur un terrain. Je pense qu'il partira avant, mais parce qu'il y a du potentiel, mais il y a aussi un potentiel à la Jalil Okafor. Dans ce côté, j'ai du talent, mais je force pas, je me fais pas trop mal, donc du coup, je deviens pas indispensable en fait. Mais le talent est indéniable. Du côté de Darren Holmes, c'est le pivot de Dayton depuis plusieurs années. On pensait qu'il allait franchir le pas de NBA. Ce qui est très intéressant avec Darren Holmes dans son développement, c'est que déjà Dayton, c'est une équipe qui joue vraiment sur des schémas NBA, donc ça c'est vraiment assez facile à transposer. Et l'autre chose qui est super cool, c'est que cette année, il s'est mis à tirer à 3 points et plutôt en réussite parce qu'il a 38%. Alors je dis pas que c'est le floor spacer, c'est Brook Lopez Day One, pas du tout, mais pour autant, il y a vraiment une promesse par rapport à ça. Et je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses et en attaque et en défense. Vraiment, c'est mon préféré des deux. Je pense que ça se sent. Ok. Hugo, je t'ai vu réagir quand Pierre parlait de Kelly Ware, donc je te rends le micro. Non, bah, juste pour dire que Kellen Ware, et je suis d'accord avec ce que dit Pierre, notamment quand il dit qu'on a du mal à le voir se faire mal sur le terrain. Je pense premier degré que c'est un des pires défenseurs de pick and roll que j'ai vu de ma vie. Alors, il est très bon dans la rim protection, comme l'a dit Pierre, il peut s'écarter, il fait beaucoup de choses très bien, mais il est juste incapable de défendre un pick and roll à ce moment, enfin à l'heure actuelle, donc c'est quand même assez problématique. Mais il est jeune, pour le coup, dans cette draft, il fait figure de jeune, donc il peut, pourquoi pas, progresser. Bon, mais du coup, s'il est dispo en 30, tu le prends? En 30, pourquoi pas, sur le potentiel, je pense que comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Ok. Autre nom, alors lui, bon, j'ai vu beaucoup passer son nom, mais je le connais pas trop. Titouan me le vend comme un ailier, mais avec une polyvalence défensive et une protection de cercle, une bonne mobilité et une envergure qui laisse penser qu'il pourra jouer un petit peu plus intérieur en NBA. C'est Ryan Dunn. Ryan Dunn en 30, vous prenez? Perso, non, je prends. Enfin,
Je prends pas. Je sais pas. Ce qui est problématique avec Ryan Dunn, c'est que c'est un très très bon défenseur, très vertical. Pas très grand, hein, il fait 2,03 m effectivement. Et l'autre souci, c'est qu'en attaque, c'est un poids mort. C'est-à-dire qu'il est incapable de tirer, mais vraiment. Pourtant, la technique n'est pas si horrible que ça, mais il met rien dedans, le pauvre garçon. Ce qu'il y a, c'est que si tu prends Ryan Dunn, tu es obligé de jouer avec 4 shooters, tellement lui est un non-shooter. Donc, faut vraiment qu'il se développe de ce côté-là. Après, défensivement, c'est un monstre, hein, le joueur de Virginia. Grosse qualité athlétique, grosse dissuasion malgré une taille assez moyenne, très fort sur les switches. En ça, il est super intéressant, mais ce qui est le problème, c'est l'envers de la médaille, quoi. Souvent, on a des joueurs forts offensivement et kata défensivement, bah lui, c'est l'inverse. Et vraiment, en attaque, à part dunker, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ok. Hugo? Non, pas vrai, je prends pas. C'est vraiment un trou noir en attaque, donc je trouve que ça sert à rien quand un joueur a beau être un excellent défenseur, si on joue à 4 de l'autre côté, on trouvera toujours meilleur. Donc ça, franchement, je passe. Bah, c'est un peu le même problème qu'avait le français de Tennessee, Yves Missy, quoi. C'est à peu près la même chose, pour moi. Yves Ponce, tu veux dire? Ils foncent, je confonds. Je suis non, Yves Missy, au contraire, très bon joueur de Baylor. Ils foncent, évidemment. Ah, ok, eh ben écoute, la passe D est magnifique. J'allais dire, il me reste deux noms, dont un dont alors lui pour le coup, il a toujours été vraiment dans le range, 17-22. Donc il y a très 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 peu de chances qu'il soit encore disponible. Mais si par miracle il descend, Yves Missy. Tu vois lequel c'est, Pierre? Ouais, ça va aller. Ouais, mais ouais, on l'aura jamais. Mais ce qui est super intéressant avec Missy, donc intérieur de Baylor, c'est qu'au départ, au début de l'année, il n'était pas titulaire, ce jeune homme-là, et en fait, il a pris la place. Et que le truc le plus fou, c'est qu'il a 2 ans et demi de basket, quoi. Enfin, trois là, mais ça fait 3 ans qu'il joue au basket et il joue à haut niveau NCAA et que c'est un garçon qui progresse de match en match. Il a ce côté, voilà, quasiment 7 pieds. Une bonne brute qui met des écrans en 16 neuvième, 4K panoramique, et puis capable de dribbler un petit peu, d'attaquer le cercle, qui sera un parfait role player à l'étage du dessus avec un petit peu de développement, hein, parce que forcément, quand tu as aussi peu de basket, il va y avoir du développement. Mais ouais, joueur hyper intriguant, ouais. Ouais, Hugo, tu as quelque chose à dire sur Yves Missy? Bah, Rim pas- Runner aussi, de ce que j'ai compris, Rim Protection, on est Oui, pas voilà, mal. c'est vraiment ce rôle-là. Justement, par rapport à ça, en 30, je le prends. Après, personnellement, quand je vois des choses, quand tu le disais, 17, etc., 17, à la limite, je veux bien l'entendre dans cette draft-là. Par contre, si quelqu'un s'amuse à prendre, je sais pas, plus haut, genre border top 10, pour moi, je trouve que ça fait très haut pour un joueur qui est ultra unidimensionnel, pour le coup. Parce que, alors oui, rim protection, il est excellent. Euh, rim pressure, etc. Enfin, rim running, enfin, menace de lob, etc. D'accord, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose quand même chez ce joueur. Donc, certes, il y a du potentiel inexploité du fait qu'il n'ait que 3 ans de basket. Mais après, je trouve ça, enfin, s'il est vraiment pris au border top 10, je trouve ça un peu haut. Mais en 30, pas de souci. Ok, bon, et on va terminer avec un dernier nom que j'avais noté. Titouan est très haut sur ce joueur et son acolyte de chez Café Crème, Flotix, que je salue, est carrément dithyrambique. Pour lui, c'est un top 5 de draft indiscutable. Et pourtant, je l'ai vu beaucoup chuter ces derniers temps. Alors, est-ce qu'il chutera jusqu'à nous? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je l'ai vu pas mal autour de la 20e place et là, au plus on avance dans le temps, au plus il descend. Je l'ai vu encore 34e chez je sais plus qui ce matin. C'est Tyler Smith. Qu'est-ce que vous en dites de Tyler Smith en 30 s'il est dispo? Bah en fait, le problème de Tyler Smith, c'est qu'apparemment, le combat, il n'a pas été terrible, et il n'a pas très bien shooté, alors que, franchement, pour moi, des joueurs de l'Ignite de cette année, c'est peut-être mon préféré des trois, en fait. Avec, donc, je rappelle les joueurs, hein, c'est Matas Bouzelis, le Lituanien, mais qui a vécu qu'aux États-Unis. On a évidemment Ron Holland, le marsipulami sans tête,
qui sera à mon avis un autre épique. Et puis après on a Taylor Smith qui lui pour le coup a vraiment pas surjoué. J'ai trouvé assez juste dans sa faculté à jouer dans cet horrible programme qu'est l'Ignite Team qu'on ne verra plus, qui cesse d'exister à partir de maintenant. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui s'amusent à scouter, parce que c'était vraiment affreux à regarder et on est tous très contents que ça s'arrête. Pour autant, moi c'est un joueur, ouais, moi je peux complètement, enfin il y a la taille, il y a le shoot, il y a le côté gaucher. Il y a beaucoup de choses à aimer. Après, il n'est pas prêt à jouer, hein, mais concrètement, parce que déjà, il est très très fin et qu'il y aura un temps d'adaptation, comme pour beaucoup de joueurs, on l'a dit et redit. Hein. Mais ouais, moi, moi, ouais, s'il est dispo en 30, moi, je le prends assez facilement. Ouais. Pareil, hein, s'il est dispo en 30, les yeux fermés. Après, c'est sûr que, comme tu le dis, Pierre, il n'est pas prêt à jouer. Dans l'idée, en fait, c'est un projet de Jordan Walsh 2.0. Alors, il est meilleur que Jordan Walsh, il a plus de potentiel que Jordan Walsh. Mais le projet, dans le sens, il joue pas avant 2 ans facile en NBA s'il doit jouer, parce que c'est toujours un risque aussi de prendre un joueur qui est comme ça très jeune, pas forcément fini, pas prêt aussi physiquement. Il y a un risque aussi qu'il ne soit jamais prêt finalement, surtout quand il arrive dans une très bonne équipe. Maintenant, oui, en 30, il a tellement de talent et tellement fort qu'il faut le prendre directement. Vraiment, vraiment je pense que à partir du moment où on est on the clock, le choix se fait en 3 secondes directement. Ok, bon, bah alors je termine avec une question qui n'était pas prévue, mais Pierre me la souffle. Zakidi, est-ce qu'on le prend en 30? Vas-y, Hugo, commence. Bon, en 30 du 7e tour, comme en 84 peut-être, mais en 30 de cette draft, jamais de la vie. Moi, je le prends même pas deuxième tour personnellement, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Ce genre de profil qui est alors certes dévastateur, très très proche du cercle, mais maintenant il est incapable de défendre un pick and roll. Alors je parlais de Kelly Ouvert tout à l'heure, je suis peut-être un peu méchant parce que je pense que Zach Edey est pire défenseur de pick and roll que Kelly Ouvert, mais voilà, il est juste incapable de défendre, hormis voilà l'arc de cercle, enfin l'arc de non-charge, il ne peut pas aller au-delà. Donc non, Zach Edey, franchement, si on pique Zach Edey, à part pour s'occuper des remises en jeu, là, pour gêner façon Taco Fall sur le tir assassin de Odian Anunoby dans la bulle, je vois pas sur quoi on peut l'utiliser. Donc je passe mon tour. Donc, si vous avez été très attentif, vous avez eu un petit indice sur qui était le joueur de basket et qui était comment t'as dit L'intermittent du spectacle. l'intermittent du spectacle. Voilà. Alors après, je vous laisserai réécouter le podcast en entier pour être sûr. Pierre, du coup. Bah, moi, je prends, en fait, parce Oui. que je suis intrigué. Parce que, effectivement, c'est un joueur. Alors, c'est marrant parce que il n'est pas du tout dans l'ère moderne. Alors, pas du tout. Comme l'a dit Hugo, c'est un joueur des années 80, hein, très clairement. Pour autant, c'est quelqu'un qui a tellement archi dominé. On va pas lui demander de façon d'être un pivot titulaire, mais d'être un pivot backup comme ça pour mettre des pains et pour dominer dans la raquette pendant 2 fois 5 minutes. Je pense que ça peut. Il y a un monde où ça existe. Je dis pas que je suis sûr que ça arrive, pas du tout. Mais voilà. Après, j'ai eu des échos de lui sur ses workouts. Apparemment, il a extrêmement bien tiré de partout. Donc je crois que c'est un mec qui va être pris bien avant. Et pourtant, je suis pas du tout son plus grand fan, hein, de base, parce que justement, j'ai ce gros problème de joueur complètement anachronique. Pour autant, en 30, je me dis que c'est un joueur, ouais, je paye pour voir parce que je trouve que justement la comparaison avec Taco Fall est un peu facile. À côté, quand même, Zakidi, c'est Hakeem Olajuwon comme de Taco Fall. Hein, c'est techniquement et tout. Il y a quand même des moves. Alors, il fait son hook main droite, il le fait à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50. C'est filoche 80% du temps. Bon, c'est pas beau, c'est moche, mais le mec est efficient. Il a marché sur la NCAA comme on a rarement vu. Donc voilà, après, pas pour être une star, ce sera jamais une star, mais peut-être qu'il y a un monde, il y a peut-être un monde où c'est un joueur qui peut être productif sur des courtes séquences en sortie de banc. Et en 30, c'est pas. Voilà.
Pierre, je me permets, tu vois, mais parce que je sais que tu regardes aussi le basket européen. Tu vois, par exemple, si on prend, pour moi, Zach Edey, tu vois, c'est vraiment un joueur d'Euroleague. C'est un joueur dominant d'Euroleague. C'est un mec qui sera potentiellement MVP d'Euroleague. Et si on prend aujourd'hui le meilleur joueur de basket en Europe, c'est Walter Tavares. Ouais, j'aurais été sûr que tu avais parlé de Walter Tavares. Ah, Ouais, c'est cool. justement. Mais Walter Tavares qui fait, je crois, la même taille ou peut-être 2 centimètres de moins que Zach Edey. Alors, il doit faire aussi 20 kilos de moins. Je pense que c'est dans mes façons de parler. Mais si on prend Walter Tavares quand il a été en NBA, c'était un peu le profil de Zach Edey. Il avait zéro mobilité. Et Walter Tavares, il a mis genre 5 ans à obtenir cette mobilité. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Zach Edey, moi, j'ai très très peur parce que, alors oui, il peut gagner en mobilité. Pour ça, il va falloir qu'il perde pas mal de poids. Est-ce qu'il sera aussi dominant en ayant un peu moins de. Parce que là, il était dominant, parce je vais être trivial, mais démonter juste tout le monde en NCAA parce qu'il était trop puissant, trop lourd, trop grand. Donc, il n'y avait vraiment aucune concurrence. Je pense qu'en NBA, il sera toujours aussi dominant, très très proche du cercle, parce que la même chose, il sera trop grand, trop lourd, etc. Maintenant, il va tellement rendre de l'autre côté du terrain que je pense que tant qu'il ne sera pas mobile, ça sera inutile en fait de voir Zach Edey sur le terrain. Ouais, après, c'est toujours pareil. Tu sais ce que tu as, c'est des deux côtés du terrain. Mais pour autant, moi, je me dis, enfin, de toute façon, c'est un profil qui sera forcément clivant. Et moi, par exemple, je l'ai mis. Dans ma mock draft, par exemple, je l'ai mis loterie parce qu'il y a une équipe qui, à mon avis, peut le faire jouer. Mais voilà, après, c'est pas, encore une fois, je suis pas fan du joueur, hein. Je suis pas fan du joueur, mais le mec a été tellement productif que j'ai envie de payer pour voir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus de la curiosité et sachant que c'est quand même un mec qui tourne à plus de 70% en lancer franc quand tu fais 2,26 m, quoi. C'est quand même pas mal, quoi, tu vois. Il y a quand même des vraies qualités de basketteur, même si je déteste le voir jouer. Et bon, moi je me dis, ouais, moi je suis quasiment convaincu qu'il sera pris top 20, hein, ce gars-là. Sûr, 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 sûr. Et apparemment, je te dis, au workout, il a été incroyable. Mais après, je comprends, hein. Je comprends le débat derrière et tout. Et moi-même, moi, je préférais qu'on ait Holmes 200 fois que Zach Edey. Après, il n'y a plus que ça comme pivot. Et ce que tu prends pas, c'est une vraie question. Franchement, je serais très circonspect si on le prenait. Je sais pas. J'ai dit oui pour créer le débat, mais honnêtement, je sais pas. Bon, eh ben, je suppose qu'on aura la réponse à cette question le soir de la draft. Donc, le soir de la draft, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Réveil à 1h30 pour les courageux. Et puis, nous, du coup, on se retrouvera. On ne sait pas trop d'ailleurs. Là, on va partir sur. Alors, j'ai vu passer une notif, mais comme quand j'enregistre, j'essaye de pas trop avoir mon portable sous les yeux. Mais apparemment, Azad nous a lâché quelque chose sur la chaîne YouTube. Je vois qu'Hugo me fait un signe. Je te donne la parole, Hugo. Non, juste parce que il y a 2 noms que j'aimerais mentionner. Alors, Ah oui, excuse-moi, ouais, vas-y. j'ai dit vraiment pêle-mêle, hein, je ne développe pas plus que ça, mais un joueur, parce qu'on parlait tout à l'heure de 3&D avec Ryan Dunn notamment, moi, un joueur que je trouve vraiment sous-coté dans le procès, je crois il est au-dessus de la 60e place dans quasiment tous les big boards, c'est Isaiah Crawford de Louisiana Tech. Alors, il est un peu petit, il fait un 98, je crois, mais il a une wingspan impressionnante. Il est au-dessus de 7 foot, donc au-dessus de 2,13 m d'envergure. Et 41% 3 points, excellent défenseur. C'est vraiment, je crois que si on prend la stat avancée des ballons touchés en défense, etc., ballons déviés, il est au sommet. Et voilà, je pense que c'est vraiment comme les Américains disent, un kept secret, donc un secret gardé de cette draft. Je pense qu'il peut, en tout cas, être vraiment surprenant. Et je vais terminer par le joueur que je préfère dans cette draft. Il a workout pour les Celtics l'année dernière, il a re-workout cette année. C'est Enrique Freeman qui a un profil vraiment très bizarre. Enrique Freeman qui a 24 ans, donc pareil, il aura quasiment 25 ans dans sa saison rookie, donc c'est énorme. Mais c'est un profil pour l'amoureux de college de basketball que je suis. C'est vraiment le joueur NCAA qu'on apprécie, quoi, qui est walk-on. Donc il est arrivé au final walk-on, pour vous expliquer très basiquement. C'est un mec qui est en fait volontaire. Il a un trou dans son emploi du temps. Il est volontaire pour jouer dans l'équipe de basket de sa fac.
Donc, il a été walk-on et il a fini en étant le meilleur joueur quasiment de l'histoire de la fac en claquant des perfs à 20 points à la March Madness. Donc, c'est vraiment un parcours comme on aime en NCAA, un travailleur acharné. Profil très particulier. Il fait un peu plus de 2 mètres, mais c'est le meilleur rebondeur de la NCAA. Près de 14 rebonds par match. Mais je pense que c'est un poste 4 parce qu'il shoot à 38%. Gros rebondeur, je l'ai dit, mais surtout gros rebondeur offensif. Et ça, on l'a vu dans les playoffs NBA notamment, avec des joueurs comme Derek White, Peyton Pritchard, etc. Des joueurs qui sont volontaires, etc., qui vont au charbon, au rebond. Voilà, Enrique Freeman, il s'inscrit parfaitement là-dedans. Et si on regarde vraiment les stats avancées, c'est ce qu'on appelle une analytique darling. En fait, c'est dans toutes les stats avancées, il est au top. Donc, certes, il a 24 ans. Certes, le prendre en 30, ça serait peut-être, ça ferait crier beaucoup de gens. Mais pour moi, il vaut vraiment ce pic 30. Et si je devais choisir un joueur, là, c'est vraiment avec le cœur. Mais si je devais choisir un joueur en 30, je prendrais, je pense, Enrique Freeman parce que c'est un joueur magnifique. C'est le joueur des crânes, on est d'accord? Ouais, c'est lui de Ekron. Ouais, des grosses stats cette année, énormes. Je crois qu'il, ouais, comme tu disais, quasiment 20 points, 14 rebonds. Ouais, grosse activité. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est un peu un trait commun à tous les joueurs que les Celtics ont workout. C'est que c'est des joueurs qui ont une appétence pour le rebond. Quasiment. Quand tu regardes, on a parlé de Shai Sherman tout à l'heure. On a parlé de McCullar qu'ils ont vu et revu déjà depuis des années. Là, ils l'ont pas scouté, mais enfin, ils l'ont scouté, mais ils l'ont pas fait venir parce qu'ils le connaissent. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Mogbo, pareil, joueur qui prend des rebonds. Tous, t'as l'impression que c'est un vrai critère dans le board des Celtics. Pierre, c'est bon pour toi ou il y a encore Non, mais juste parce que je les ai mentionnés, je vais peut-être un petit peu développer sur McCullar et Ouais. Terrence Shannon Jr. Alors McCullar, c'est vraiment le genre de joueur à tout faire, très très fort défensivement, joueur à 1m98 qui peut un peu défendre du poste 1 à 3 relativement facilement, voire même les petits 4. Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui va être très vite apte à jouer parce que pareil, il a 23 ans. C'est un joueur qui est parti de très très bas offensivement et qui a réussi à se construire un bout de shoot bon an mal an malgré une technique plus que contestable. Vrai joueur d'impact dans tout ce qui est stock, etc. Les petits détails, c'est ce genre de joueur. Donc c'est toujours assez précieux et ça peut amener l'avantage de ce type de joueur, c'est qu'il est prêt à jouer. C'est du plug and play comme on dit. Et puis à peu près pareil pour Terrence Shannon Jr. qui a eu un parcours un petit peu plus compliqué dans le sens où lui était annoncé très haut, très vite, très tôt. Et en fait, il a eu un peu plus de mal à s'adapter à la NCAA. Il sort d'une saison énorme du côté de Illinois et à plus de 23 points par match. Il a gommé en partie ses défauts. Il est plus fiable au tir. C'est un ailier avec des vraies qualités physiques, athlétiques. Donc, pareil, c'est le genre de joueur que tu peux faire rentrer dans une rotation sans trop de problèmes. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc voilà, et Enrique Freeman était aussi un joueur dont j'aurais pu parler le jour d'Akron, parce que pareil, c'est des joueurs qui normalement devraient être prêts très vite. Donc c'est intéressant pour l'équipe de Boston qui va devoir faire avec des grosses contraintes financières. Donc c'est ce genre de joueur, à mon avis, que le board devrait prioriser, quoi. Tu as parlé aussi, je crois, enfin tu as mentionné aussi Harrison Ingram. Non, j'en ai pas parlé, mais on peut le faire rentrer dans la même catégorie. Harrison Ingram du côté de North Carolina, lui il est un peu plus jeune pour le coup, il doit avoir que 21 ou 22 ans, qui est pareil, un joueur de collectif et de devoir qui était à 37% je crois à 3 points. Les stats sont plus modestes, mais bon, c'est un gros programme. C'est le genre de joueur qui peut se fondre aussi complètement dans n'importe quel collectif. Après, est-ce qu'ils vont arriver à du NBA? C'est pas sûr, mais sur papier, c'est pas un mauvais choix. C'est pour ça que tous les joueurs âgés là, qui sont dans les spots 20-40, il n'y en a aucun que je déteste, où je me dis, ah, c'est un choix cata. En fait, c'est des joueurs qui vont avoir besoin d'un contexte et de l'opportunité de jouer pour montrer qu'ils sont capables. Mais je pense que ça peut le faire, quoi. Donc, voilà. Ok, bon, eh ben, on a cité beaucoup de noms, on a fait un sacré tour. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, bah oui, au bout d'une heure et demie, ça va être bon pour moi, ouais.
pareil, là, je pense qu'on a épuisé le stock de. Sinon, on peut enchaîner sur une mock draft du deuxième tour, mais là, ça va être encore plus long. Donc, Ouais, ça va. je pense qu'on Non, va ça va. s'arrêter là. On se prévoit ça pour une autre fois. Bon, oui, en plus, Pierre, je sais que tu travailles très tôt demain. Tu nous avais dit qu'il fallait que ça se finisse tôt. Désolé. Ouais, je vais juste rajouter vas-y. un petit truc, c'est que la particularité de cette année, je sais pas si on l'a mentionné, c'est que cette année, il y aura La 2 draft en journées 2 de temps. draft, Ouais. la draft en 2 temps, le premier tour, deuxième tour. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Pour nous qui couvrons la draft, c'est pas terrible parce que ça fait 2 nuits à pas dormir d'affilée. Ouais, c'est Pour ça. autant, ça offre peut-être plus de lumière aux joueurs du second tour. Peut-être que c'est un des effets de la draft de Jokic qui, comme chacun sait, a eu lieu pendant une pub TV. Peut-être c'est un effet de ça, je sais pas, mais c'est bien pour les mecs du second tour par contre, d'avoir un petit peu la lumière et ce moment de joie aussi qu'ont les mecs du premier tour, et voilà. Alors, juste pour préciser, parce que tu parles de 2 nuits à pas dormir, il faut savoir que c'est beaucoup plus tôt le deuxième tour, hein. Je crois que c'est genre 22 heures ou quelque chose comme ça. Donc, Ah ouais, un peu à l'image de la NFL avec ouais, je crois que ça commence 4 heures, 4 heures avant le premier tour. Donc, c'est Ouais. précisé pour nos éditeurs. Ah bah ça je le savais même pas. Merci pour l'info. Je vous dis ça de suite parce que je l'ai vu passer. Non, c'est à minuit. Ouais, on gagne 2 heures quoi. On gagne 2 heures quand même. Bon. Ok. Bon, eh ben, Pierre, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et encore une fois, tu reviens quand tu veux. Yes, pas de problème. Hugo, merci à toi aussi. Bah, merci à toi, Johan, et en espérant qu'on ne soit pas trop déçus, en espérant que le pic ce soit pas Zach Edey. Vous avez compris. Je pense que le message est passé, Hugo. Hugo ne veut pas Zach Edey. Ok. Allez, ben moi, il me reste à vous souhaiter bon courage pour ceux qui mettront le réveil pour la draft. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Bye bye. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.